Bonjour à tous. Cette initiative, le 28 novembre, a été envisagée de longue date, avant même le dernier confinement. À l'origine, nous voulions faire un débat qui permettait aux auteurs de débattre entre eux, mais aussi avec les lecteurs, et une rencontre autour de la diversité des travaux et des recherches ces dernières années, puisque le principe, c'est que tous ceux qui parlent ici ont présenté ou sont en train de présenter ou de faire aboutir des travaux qui ont été achevés et publiés cette année. Évidemment, comme vous le savez, on n'a pas pu, vous avez bien compris, réaliser ce qu'on avait envisagé. Donc, on a transformé notre initiative, on l'a maintenue sous forme de ce débat, sous forme numérique. Alors, vous retrouverez ce débat qui va se dérouler en direct sous la chaîne YouTube de la Fondation Gabriel Péri, très vite, dans les jours prochains. Donc, ceux qui auraient eu mauvaise conscience en disant « Comment vais-je choisir entre aller manifester d'un côté et assister au débat ?» bien, ne doivent pas avoir mauvaise conscience parce que d'une façon ou d'une autre, ils pourront faire les deux, aller manifester, mais aussi voir et écouter le débat. En tout cas, ceux qui sont là aujourd'hui en direct, je les salue et puis je vais passer la parole à Roger Martelly pour l'organisation et la conduite du débat. Voilà, bonjour à toutes et tous. Je vais donc essayer d'animer ce troisième débat de la journée autour du thème que nous avons noté au départ, quelle République, le camarade et les citoyens, l'État et la révolution mondiale. Comme Serge l'a indiqué, nous allons procéder en deux temps. Dans un premier temps, je poserai 3 questions à nos 4 participants, nos 4 intervenants, 4 questions auxquelles chacun répondra en 5 minutes. Puis, dans une deuxième partie, au bout d'une heure à peu près de passage de ces interventions, nous aurons une discussion en essayant de répondre aux questions que nous poserons ceux qui assistent à cette séance et éventuellement une discussion évidemment entre les participants qui peut-être auront des choses à se dire eux-mêmes. Alors, nos 4 intervenants, je les présente rapidement. Sophie Queret, pour commencer, qui est professeure à l'Université de Paris 7, au laboratoire Identité, Culture et Territoire, qui est une spécialiste de l'histoire du communisme, de la Russie et des représentations de la Russie. Il n'y a pas très longtemps, en 2017, elle a publié un livre sur la grande lueur, la grande lueur à l'Est, qui, le titre dit très bien, évidemment, ce qu'il veut dire. Ensuite, Corentin Lahut, qui est archiviste au siège du Parti communiste français, qui est doctorant à l'Université de Bourgogne et qui, donc, aura beaucoup de choses à nous dire cet après-midi. Serge Volikov, que vous avez entendu tout à l'heure, le vieux docteur qui est président du conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri, MSH Dijon, je vous passe le détail. Et enfin, Guillaume Roubaud-Kouachi, qui est docteur depuis peu, bravo Guillaume, et qui est rattaché au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains à Paris. Voilà. Voilà les 4 intervenants. Je leur pose donc 4 questions. Pour ne pas perdre de temps, je lance la première question. Dimension internationale et nationale du PC, Paris et Moscou, on sait que c'est un vieux débat qui a été source de polémiques souvent rudes, mais depuis, heureusement, dirais-je, les travaux sérieux se sont accumulés qui offrent la possibilité d'un regard plus serein. J'ai donc envie de demander à chacun de nos intervenants de dire en 5 minutes chacun la manière dont il propose de traiter de ce sujet aujourd'hui. On va commencer dans l'ordre, en fait on va suivre l'ordre alphabétique que j'aurais dû suivre en présentant nos intervenants. Et donc si Sophie veut bien commencer, je lui laisse la parole. Je vous propose quand vous ne parlez pas, oui, hein, de couper
votre micro pendant que vos petits camarades exposent leur. Merci beaucoup. Et merci à la Fondation Gabriel Péri pour cette invitation. Alors, je vais 5 minutes pour résoudre la question Paris ou Moscou, évidemment. C'est peu. Ce que je voulais dire, c'est que on l'a vu, on l'a entendu ce matin en parlant du congrès de Tours, la question s'est posée d'abord aux contemporains eux-mêmes, aux acteurs eux-mêmes, et elle a fait l'objet de violents débats parlementaires ou médiatiques dès l'origine, c'est-à-dire que, on l'a compris ce matin, le congrès de Tours, c'est bien sûr la naissance du Parti communiste français, mais c'est aussi un débat sur la situation du mouvement socialiste dans le monde. C'est ce que j'ai essayé aussi de montrer dans l'article de la revue 1900 auquel j'ai participé. Et c'est une des premières conséquences, évidemment, de la fondation de la Troisième Internationale à Moscou. Donc ensuite, ça va continuer à être une question d'opinion, d'image du Parti communiste français, bien sûr, mais ça devient petit à petit aussi une question d'interprétation historique, dont nous allons discuter aujourd'hui, qu'on peut en un sens formuler ainsi. Hein. D'un côté, y a-t-il un double standard de la politique extérieure de l'Union soviétique, c'est-à-dire que soit tout de suite, soit petit à petit, soit à un moment ou à un autre, le communisme internationaliste et les communismes nationaux sont-ils placés au service de l'État parti soviétique? Et l'idéologie communiste est-elle convergente ou divergente avec les intérêts de puissance de l'Empire soviétique? Et autre question symétrique, le Parti communiste français est-il lié à Moscou? Alors, en termes de réflexion théorique, en termes de projet politique, mais aussi en termes d'organisation, de financement, voire d'agents, entre guillemets, etc. Donc, très rapidement, je dirais que l'historiographie récente, et notamment grâce à l'ouverture de nouvelles archives à Moscou, mais aussi d'archives, je dirais, privées et personnelles et d'archives du Parti communiste en France, a permis de complexifier la question. Mes camarades et collègues vont en parler, mais je voudrais insister sur 3 directions. D'abord, une connaissance plus fine des organisations et des acteurs, tant soviétiques, par exemple Staline, que français, Cachin, Thorez, hein, dont le journal vient d'être publié sous la direction de Jean-Dumas Ducange et de Jean Vigreux. Donc on connaît leur lecture, on connaît leurs écrits personnels, et on connaît mieux en quelque sorte leur projet. Mais c'est vrai aussi pour les militants, car le lien avec Moscou peut être direct, mais ne passe pas forcément par la hiérarchie, et peut passer par le voyage, par la formation des cadres sur place, par des lectures, etc. Deuxièmement, je dirais qu'on prend en compte désormais beaucoup plus l'axe Paris-Moscou dans sa dimension non seulement, je dirais, ouest-est, ouest-ouest, mais aussi transnationale, internationale, et également nord-sud, c'est-à-dire que, par exemple, on travaille sur l'engagement dans le internationaliste Comintern, les brigades internationales, ou encore les engagements anticolonialistes des années 50-60. Et enfin, je dirais pour terminer qu'on a une analyse plus fine de moments clés par le croisement d'archives et de témoignages. Donc le moment de fondation, on l'a entendu ce matin, la question de l'antifascisme et du Front populaire sur laquelle reviendra peut-être Serge Volikov, la période 1939-41 qui est délicate, la réaction au 20e congrès 1956 sur lequel Roger Martelly a travaillé, et au fur et à mesure que, on va dire que le temps passe et que les archives s'ouvrent, je dirais que peut-être la focale se déplace vers les années 1960, 70 et même 1980. Et donc là, je voudrais, juste pour terminer, partager l'atelier de l'historien, si j'y arrive, c'est-à-dire revenir... Voilà.
Je partage mon écran et je vous montre, juste pour terminer, une série de documents sur lesquels j'ai travaillé tout récemment à Moscou qui viennent de s'ouvrir. Alors, ce n'est pas le plus rigolo, on va dire, du travail de l'historien, puisque ce sont des microfilms sur écran. Mais là, vous avez par exemple le compte-rendu par l'un des membres de l'ambassade du RSS à Paris de ces entretiens très réguliers avec Jean Canapa, qui était le responsable de politique extérieure du parti. Il parle de la situation en France, il parle de la situation en Tchécoslovaquie. Donc c'est tout un massif de sources qui s'ouvrent petit à petit et sur lesquelles voilà, on va pouvoir débattre et mieux comprendre justement cette relation qui va s'effriter petit à petit entre Paris et Moscou dans les années 1970 et 1980. Merci Sophie, très ramassé, très précis, c'est parfait. Je passe maintenant la parole à Corentin. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer quelques petites images. Alors, c'est ça. Voilà. Donc, ici, moi, c'est en tant que co-auteur du catalogue avec Guillaume Rebokwashi, ici présent. Nous avons écrit donc un catalogue de l'exposition d'affiches qui été à l'ère siège national du PCF sur 100 ans d'affiches communistes. Et donc, moi, j'ai fait le choix aujourd'hui dans cette présentation de m'appuyer sur quelques affiches dont la plupart sont dans cette exposition et qui sont des affiches qui, à travers leur message, mais aussi dans leur style et leur conception graphique, donnent à voir les discours, les positionnements, des manières d'interagir dans le débat politique qui évoluent au cours du temps et qui répondent à des enjeux propres à chaque période. Donc la première affiche que j'aimerais vous montrer, c'est cette affiche de Jules Grandjoin, donc l'un des grands affichistes du début du siècle dernier, issu comme de nombreux communistes du syndicalisme révolutionnaire d'avant-guerre. Et je trouve que cette affiche, qui est l'une des premières du tout jeune parti communiste, donc section française de l'Internationale communiste, qui nous montre assez bien l'ambition des communistes dans la foulée du congrès de Tours, qui est une ambition d'aspiration profonde pour la paix, portée par toute une génération de jeunes militants qui ont connu l'horreur des tranchées, et pour qui l'adhésion à l'Internationale communiste est une marque de rejet de la guerre, de rejet du nationalisme, de rejet du chauvinisme, même du patriotisme. Et c'est le message donc de cette affiche qui clame que le devoir national n'existe plus, le devoir international est né, avec cette leçon de la guerre qui se conclut par cet appel « la paix sera communiste ou ne sera jamais ». J'aimerais aussi vous montrer cette affiche qui est aussi une affiche de Jules Grandjoin, qui, je trouve, illustre assez bien la manière dont on peut articuler le national et l'international dans les toutes premières années du Parti communiste, avec la lecture qui est faite ici de la Commune de Paris, donc Commune de Paris dont l'héritage fait partie intégrante de l'identité et de la culture communiste. Et on a là une filiation directe qui est établie entre l'insurrection parisienne de 1871 qui a échoué et la révolution d'octobre 17 qui, elle, a réussi. Donc, on a ici finalement la commune martyre qui devient annonciatrice de la commune victorieuse russe, qui a su tirer les leçons des erreurs des communes. Et on voit comment finalement s'est déplacé le centre de gravité de la révolution, qui désormais se trouve en Russie, tout en rappelant le rôle historique du mouvement ouvrier français dans le développement de traditions révolutionnaires. Alors là, deux autres illustrations. La première qui date de 1939, la seconde de 1945, donc on est un petit peu avant et juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc par rapport à ce que je vous ai montré juste avant, on remarque là que la tonalité et les couleurs qui dominent sur ces documents sont tout à fait différents, puisqu'on a l'apparition donc du tricolore. Donc là, on est dans finalement la rencontre du PCF avec la nation, quand bien même le Parti communiste demeure attaché à l'internationalisme, quand bien même il reste accusé par ses adversaires, souvent avec virulence, d'être un parti de l'étranger, il n'empêche que le changement de
stratégie du Parti communiste qui intervient dans la dynamique antifasciste et unitaire du Front populaire dans les années 30 a marqué filiation par le Parti communiste d'une culture politique nationale et républicaine qui est ici célébrée en grande pompe avec cette une du magazine Regard au moment du 150e anniversaire de la Révolution française. Et de même, dans la deuxième affiche, à la Libération, le PCF se présente comme le parti de la Renaissance française, avec cette enclume et ce marteau tenu par la main ferme et virile du forgeron, qui nous rappelle le rôle central de la classe ouvrière, qui a non seulement participé à la libération de la France, mais à qui revient aussi la tâche patriotique de reconstruire le pays. Et si j'ai encore le temps, je voudrais juste montrer deux autres affiches. Cette fois, on est en 1959. Et là, je trouve que ces deux affiches sont assez emblématiques de la double dimension du communisme français, qui puise tout à la fois sa matrice dans la force propulsive d'octobre 1917, avec ce glorieux navire qu'est l'URSS, et dont on commémore à ce moment-là le 42e anniversaire de la Révolution d'octobre, mais aussi les traditions nationales du mouvement ouvrier et du socialisme français, incarnées ici par la figure tutélaire du socialisme unifié qu'est Jean Jaurès, et dont on fête le 100e anniversaire, d'ailleurs à une période qui intervient, le 100e anniversaire qui intervient à un moment où on recherche l'union avec les socialistes, donc on exalte encore plus la figure de Jean Jaurès. Voilà. Et juste, ce qui est intéressant aussi sur ces deux affiches, c'est de voir la prégnance de la symbolique de la paix avec la colombe de part et d'autre, qui nous rappelle que le combat pour la paix demeure un des éléments structurants du discours communiste, notamment à cette période, c'est-à-dire dans un monde divisé en deux blocs, avec tous les enjeux de guerre froide sur lesquels je ne reviens pas. Et je m'arrête ici. Voilà. Très bien, mais je te remercie, on te remercie beaucoup, Corentin, de passer par l'image. Était un excellent choix, à la fois créatif et très instructif. Je donne maintenant la parole, s'il le veut bien, à Guillaume Robo-Kouachi, pour qu'il nous dise lui aussi en 5 minutes comment il pose aujourd'hui cette question donc, du rapport national-international. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Et peut-être dire d'emblée un petit écart par rapport aux autres historiens qui sont rassemblés autour de la table numérique, c'est que pour ma part, c'est vrai que bien sûr, je travaille sur le communisme français, mais c'est vrai que mon entrée est plus d'histoire sociale. Donc c'est vrai que là, si je puis dire, je vais répondre avec encore plus d'humilité parce que ça m'oblige à faire un pas de côté, si je puis dire, par rapport à ce qui est un peu le cœur de mes recherches personnelles. Donc, je dis ça avec prudence. Et dans le même esprit de prudence, peut-être pour ne pas aller trop loin dans une interprétation globale, peut-être me centrer un peu sur cette période de l'après-guerre qu'on a un petit peu évoquée. Moi, ce que j'ai remarqué dans les travaux que j'ai pu mener, c'est qu'effectivement, la question soviétique, puisqu'il est question de Moscou, la question soviétique garde une place très importante et l'écho de l'Union soviétique, la puissance de symbole de l'Union soviétique reste très fort. Par exemple, en 1965, on a une archive intéressante qui est une archive policière par rapport à la conférence fédérale. Donc, en amont d'un congrès national, il y a donc des conférences organisées, des congrès, si vous préférez, organisés à l'échelle des fédérations, c'est-à-dire des départements. Et en l'occurrence, moi, j'ai regardé celle concernant la Seine-Maritime. Et donc, on a là Léon Roger, donc un militant relativement important de Seine-Maritime, de Dieppe, qui est en 1965, et il s'exprime de la manière suivante, si on en croit en tout cas cette archive. Vous me permettrez tout d'abord d'exprimer mon émotion comme notre camarade Victor Blot à la visite de notre camarade Gagarine, parce que Gagarine est venu saluer la conférence départementale de Seine-Maritime. J'ai encore du mal à récupérer, car pour nous, la présence de Gagarine représente quelque chose de très important. Et si c'est vrai que notre camarade Gagarine est le premier cosmonaute, il représente également pour nous le symbole de cette société sans classe pour laquelle nous travaillons, l'Union soviétique, qui fait tant pour tous les travailleurs, pour tous les communistes du monde, etc., etc., etc. Donc en 1965, c'est-à-dire
relativement tard, malgré tout. On sent bien, notamment chez un militant qui est né dans les années 1920, la place et le symbole qui peut être celui encore de l'Union soviétique. Cependant, pour rappeler des choses bien connues, on sait très bien que cette place de l'Union soviétique, malgré tout, elle est abîmée avec plusieurs moments. Il y a bien sûr 1956, je n'y reviens pas, qui évidemment ébranle quand même la place de l'Union soviétique dans l'ensemble d'une manière générale. Il y a aussi plus globalement, disons, le caractère de plus en plus polyphonique du communisme international qui, d'une manière générale, non seulement, on va dire, peut-être tente à éloigner un peu vis-à-vis de Moscou, mais j'ai l'impression qu'il tente à éloigner plus globalement vis-à-vis de réflexions qui auraient un caractère pleinement mondial. Je m'explique. Quand on est dans les années d'après-guerre, et a fortiori dans les périodes de guerre froide, on sent vraiment le côté, de par le monde, se mènent des combats communs, tous tendus vers un objectif, et nous sommes tous communistes de la même manière, et on sent que l'international joue une place très grande. Alors que c'est vrai que quand on est dans les années 70, évidemment, si on regarde les campagnes, l'international joue un rôle très important, avec le Chili, avec le Vietnam, mais avec le Chili d'autant plus que pour les réflexions nouvelles qui s'esquissent du côté des communistes, notamment leur réflexion d'aller au pouvoir dans le cadre d'une union, etc., le Chili joue même, à certains égards, un rôle de modèle. Cependant, il me semble quand même qu'à partir des années 70, il y a quand même dans le communisme français, des écoutilles un petit peu qui se referment pour se centrer un peu quand même davantage, me semble-t-il, sur la France, sur l'idée que la stratégie du communisme français, elle doit quand même d'abord se penser par rapport à l'analyse et à l'étude de la France, et on voit quand même qu'en dehors d'une analyse ciblée, de temps en temps le Chili, de temps en temps le Vietnam, vous voyez, des campagnes de solidarité ciblées, il me semble que la réflexion stratégique se nationalise beaucoup plus, et je crois que ça ne change pas tellement par la suite. Quant au rapport avec l'URSS, évidemment, il est compliqué, avec des moments d'éloignement, d'autres de rapprochement, mais dans l'ensemble, c'est quand même l'éloignement qui domine. J'avais pris, en 2017, pour le bicentenaire de la Révolution, je m'étais penché sur Lénine dans les publications communistes, par des études de titres, si vous voulez, de sommaires de différentes revues. Et dont on s'aperçoit, c'est que Lénine disparaît. En gros, dans les années 70, Lénine commence à disparaître. Il reste que Cognot pour en parler, mais parce qu'il est bien vieux. Mais sinon, si on regarde les articles de La Pensée, les articles des Cahiers du communisme, les articles de tout ça, on se rend compte que même Lénine, vous voyez, il commence à disparaître dès les années 70. Si vous faites une analyse statistique, c'est imparable. Et dans les années 80, a fortiori. Donc il y a quand même, malgré tout, un éloignement et, je crois, une centration sur l'échelle nationale en dépit de campagnes de solidarité ponctuelles. Merci Guillaume, très concis, très clair. Je réprouve toutefois la critique des vieux que tu as émise, qui est quand même un peu exagérée, mais enfin ça ne fait rien. Allez, c'était très bien. Je passe la parole maintenant à Serge Volikov, s'il le veut bien. Et oui, je veux bien, même si tout ce qui a été dit est tellement pertinent que je n'ai plus grand-chose à ajouter, mais enfin, le sujet est tellement vaste. La question du rapport à l'international et à la Russie révolutionnaire, puis à l'URSS, à mon avis, du point de vue, ce qu'on pourrait appeler du point de vue effectif de l'organisation du parti communiste et son activité, il y a des fluctuations pratiques. Mais je suis tout à fait convaincu par les remarques de Sophie et la superbe archive qu'elle a sortie. Ça veut dire que presque à la fin, au moins, restent des rapports privilégiés et des rapports privilégiés organiques qui ne sont plus les mêmes qu'à une autre époque, mais qui demeurent et jusque dans les années 80. Et pourtant, en même temps, il y a relativisation, tension, à ce moment-là, il peut y avoir des contradictions, mais enfin. Donc, puisqu'on réfléchit sur une centaine d'années, on peut dire qu'il faut attendre la fin de l'URSS pour que les rapports avec l'URSS perdent leurs caractéristiques anciennes. Hein, donc, on est d'accord qu'à partir des années 90, on entre dans un autre monde. Mais en ce qui concerne la mise, en quelque sorte, en récit, l'imaginaire, là, même s'il y a cette continuité, il y a de très fortes
fluctuations que je veux essayer très brièvement de pointer en termes de périodisation. Je dirais que, et en m'appuyant, en recouvrant pour une part les remarques que Corentin a introduites avec ses affiches, avec les affiches et avec le catalogue de l'expo que vous avez tous les deux réussi à faire dans des conditions difficiles, Guillaume et Corentin. Mais que la Fondation a repris un peu sur son site aussi également en essayant d'apporter sa petite pierre numérique. En ce qui concerne la chronologie, je dirais qu'au début, on est dans un mondialisme. La vision, pour moi, de l'international, Sophie a écrit un article tout à fait important avec Sabine Dulin il y a quelques années, il y a peu d'années, sur internationalisme, transnationalisme. Eh bien, moi, il me semble que dans les années 20, la vision est une vision de l'international comme un mondialisme. La révolution sera mondiale, l'horizon est mondial, et ça passe par la généralisation du modèle ou de l'exemple soviétique. Mais après cette époque, alors après, il faut essayer de voir jusqu'à quand ça demeure prégnant, parce qu'il y a des phénomènes de recouvrement. On peut dire que le programme de l'internationale communiste adopté en 1928, sous l'égide de Boukharine, qui tient la plume, mais qui n'a pas vraiment le pouvoir, mais qui écrit quand même de façon magistrale ce projet, on est encore dans cette vision mondialisée de la révolution et du rapport du Parti communiste à la révolution mondiale. Et puis après, l'international va se décliner à travers la défense de l'URSS. La défense de l'URSS qui s'ouvre à partir de la fin des années 20 et qui va conduire, à mon avis, l'idée, cette défense de l'URSS, elle persiste très durablement à travers des différents épisodes, même s'il y a un autre moment où l'international et la révolution mondiale est relayée par l'antifascisme. C'est-à-dire, il y a un ennemi mondial. L'ennemi mondial, c'est le fascisme. Et l'antifascisme devient la grande mobilisation internationale qui vient pas, non pas concurrencer la défense de l'URSS, mais s'associer ou se surajouter à la défense de l'URSS. Cet antifascisme, sous différentes formes, il va du Front populaire jusqu'à la libération, et même il a encore un usage après-guerre, même si il y a c'est plus qu'une parenthèse, l'intermède de 39-41 qui fait évidemment réfléchir au fait que cet antifascisme n'a pas en quelque sorte rendu fait disparaître l'autre lien à la défense de l'URSS qui remonte en 1939. Il me semble que la logique de la vision internationale du PCF, c'est l'appartenance à un camp. Le camp socialiste, et cette vision du camp socialiste qui englobe l'URSS, mais qui est plus large, a commencé dès les années 30, a été formulée par Staline et les deux mondes, mais la force politique de l'image des deux camps, c'est quand même c'est la guerre froide, c'est l'après-guerre. C'est l'après-guerre, et c'est au nom de la défense des deux camps, à mon avis, que l'on va aller jusque dans les années 60, même s'il y a des prises de distance. Et pour terminer ma remarque à propos des inflexions, je souscris à l'idée que Sophie présentait, qu'il y a des moments de crise, des moments de réajustement, 56, 68, 39, 40, et qu'à chaque fois, on a une inflexion. Et moi, je verrais à propos des années 70, il y a ce que Sophie nous montre à travers son archive, c'est-à-dire des liens qui restent maintenus, et en même temps la crise que le même Jean Canapa en quelque sorte illustre au moment de l'eurocommunisme, de la critique au moment de la conférence d'Helsinki, de Berlin, et pas en même temps, j'allais dire, le discours de Georges Marchais sur le bilan globalement positif en 80 nous ramène à cette idée que le lien n'a pas disparu
mais qu'on le relativise. La relativisation du lien à travers le terme du bilan globalement positif, celui du camp du socialisme et celui de l'URSS. Voilà, j'ai terminé. Merci les amis. Vous avez tenu les délais qui vous étaient impartis. On peut donc passer à la deuxième question et la batterie de réponses qu'elle va susciter. Alors, on sait par ailleurs que le Parti communiste a été tenté dès l'origine tout à la fois de se réclamer de la République et en même temps de marquer sa distinction avec la totalité ou une partie, en tout cas, du camp, entre guillemets, républicain. Et là encore, je vous propose de dire brièvement la manière dont, selon vous, le Parti communiste a essayé de gérer cette tension. Je pense qu'il faut considérer que la tension est permanente et pour la gérer, a-t-il ou n'a-t-il pas utilisé des modèles étrangers, français, lesquels? Je vous laisse la parole et donc on commence à nouveau par Sophie. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai que je vais revenir moi sans doute à la notion de modèle qui vient déjà d'être abordée et qu'on peut aussi traiter en ce sens, c'est-à-dire quelle est la relation entre le modèle soviétique et ce modèle républicain qui évidemment lui-même évolue au fil des républiques successives qu'a connu la France au XXe siècle, et sachant que un des points évidemment essentiels est que jusqu'en 1944-45, l'URSS est le seul État socialiste qui peut être un contre-modèle, alors qu'après 1945, il y a bien sûr le bloc de l'Est et puis tous les modèles socialistes complémentaires ou concurrents, de la Chine à Cuba, en passant par l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et éventuellement jusque, on va dire, à l'Albanie et à la Corée du Nord. Donc ce contre-modèle soviétique, il est porté par une diplomatie culturelle organisée, efficace, sur laquelle j'ai travaillé et qu'on voit aussi s'exprimer quelque part dans le répertoire qui est porté par les affiches dont a parlé Corentin Lahut, et que je voudrais dire aussi qu'elles sont en ligne, en partie en tout cas, sur le site de la Fondation Gabriel Péri. C'est vraiment une très très belle exposition en ligne qui est vraiment magnifique. C'est vrai qu'on voit se dessiner un monde alternatif à la démocratie bourgeoise ou aux démocraties bourgeoises, avec une mythologie soviétique, un État radicalement différent, politique, économique, scientifique, social, un homme nouveau, une femme nouvelle, une temporalité nouvelle. Mais la question qu'on peut se poser, puisqu'on parle du Parti communiste français, c'est sa réception. C'est-à-dire, que se passe-t-il alors qu'il existe en fait plusieurs mondes? C'est-à-dire, il y a l'URSS, il y a des États socialistes, il y a un moment des régimes fascistes, et il y a des démocraties bourgeoises. Et comme l'a souligné Gilles Kandar ce matin, c'est vrai que la culture politique communiste ne va jamais complètement s'imprégner et prendre à son compte la culture politique soviétique, d'abord parce qu'elle reprend en partie la culture du mouvement socialiste international, le drapeau rouge, l'international ou le point levé des communistes allemands, et aussi parce qu'elle devient compatible avec la culture politique de la République française et de la nation. Ce sont les affiches qui viennent d'être montrées, les affiches bleu, blanc, rouge. Donc, on peut travailler sur les questions d'appropriation et de réception, et notamment, je souligne que le modèle soviétique, il est aussi perçu quelque part comme un modèle russe. C'est-à-dire que ce qui est russe peut être perçu comme positif, mais aussi peut être un moyen d'interpréter ce qu'on ne veut pas voir dans le modèle soviétique, c'est-à-dire par exemple la dictature stalinienne ou encore la répression, les camps et le goulag. Donc, ce modèle soviétique, il peut aussi permettre de trouver des terrains finalement communs avec les dirigeants républicains, c'est-à-dire qu'on repousse comme fasciste même la Ve République de Gaulle, mais le Parti communiste va défendre cette relation privilégiée avec l'URSS du général de Gaulle,
ou encore va partager cette même vision d'un monde moderne, d'un monde industrialisé. On l'a vu sur l'affiche de 1959, c'était très, qu'a montré Corentin Lahus, c'était très typique. Et enfin, pour terminer, je voudrais dire qu'il ne faut jamais oublier que cette identité, je dirais, militante, cette culture politique, dans la République, elle se construit en réaction dynamique avec un contexte politique qui est dominé en fait par l'anticommunisme. Même si au niveau européen, mondial et français, il n'y a pas d'unité de l'anticommunisme, il n'y a pas d'homogénéité de l'anticommunisme, eh bien, l'anticommunisme existe dès évidemment 1920 avec des formes variées. Il y a un anticommunisme d'État dans la République face aux dangers de contagion, face aux dangers de subversion. Et puis, dans la République, il y a des forces que le Parti communiste va essayer de mettre, on va dire, dans le même sac en les définissant toutes comme un anticommuniste, qui en fait sont des anticommunismes, au sens anti-Parti communiste français, c'est-à-dire une gauche qui se veut héritière du socialisme, des anarchistes, des anciens communistes, ou des militants qui adhèrent directement à des versions alternatives du communisme, comme le trotskisme ou comme le maoïsme. Et enfin, bien sûr, il y a aussi un anticommunisme de droite ou d'extrême droite. Et chacune de ces forces politiques a sa propre attitude par rapport au modèle soviétique, par rapport aux propositions politiques du Parti communiste français. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut comprendre comment le Parti communiste fonctionne en quelque sorte dans la République. Merci Sophie. Corentin? Alors, je vais refaire un partage d'écran pour vous remonter d'autres affiches. Ici. Voilà. Alors, déjà, juste une première remarque pour dire que j'appuie tout à fait ce que vient de dire Sophie Queré, et notamment sur la question de l'anticommunisme et la répression dont fait l'objet le Parti communiste, qui influence aussi beaucoup la propre réflexion que peut avoir le Parti communiste sur la République, puisque le Parti communiste donc, a une réflexion qui est inspirée du modèle soviétique, avec tous ces enjeux sur lesquels je ne reviens pas, mais on a aussi la logique du rapport aux autres forces politiques françaises, du rapport à l'État, qui vont aussi pousser à des moments de l'histoire le Parti communiste en dehors de la République, en dehors de la légalité républicaine. Et donc, il faut aussi avoir ces enjeux en tête sur la question de la République. Moi, je voudrais centrer mon propos sur 3 temps, ici, qui, à mon sens, illustrent aussi le rapport du Parti communiste à la République à des moments particuliers de son histoire. Et le premier moment, c'est en 1925, ici, avec cette carte qui est dessinée par Jules Grandjoin, à nouveau, et qui nous montre comment le Parti communiste, finalement, est à la fois imprégné d'une culture républicaine, et comment il tente d'opérer un détournement de la symbolique et de pratique républicaine au profit de son projet d'inspiration soviétique, son projet communiste d'inspiration soviétique. Donc là, on a un document que je trouve assez remarquable à plus d'un titre, graphiquement d'abord, puisqu'il se lit comme une bande dessinée, avec un texte qui est écrit comme une ballade avec ses rimes et ses vers en octosyllabes. Mais surtout, cette carte, elle est éditée à l'occasion des élections municipales de 1925, et elle invite les militants à financer les affiches du parti qui seront placardées durant la campagne électorale, et elle invite aussi les militants à investir les panneaux électoraux officiels. Donc on voit bien que là, le Parti communiste, finalement, il inscrit son action dès ses origines dans un certain cadre républicain, en participant à la vie démocratique du pays, en suivant sa temporalité électorale, en travaillant aussi à la politisation des masses populaires, notamment ici à travers le panneau d'affichage. Et on retrouve ici une forme d'acculturation républicaine, pour reprendre les termes de Maurice Agulon. Et pour autant, on a également une forme de détournement de la symbolique républicaine qui nous rappelle que le PCF oppose à la conception bourgeoise de la République un autre projet républicain inspiré du modèle soviétique et qui serait une sorte de république soviétique française, comme le suggère le petit bon de souscription en bas de la carte que j'ai agrandi et qui donc suggère cette république soviétique française. Dans un deuxième temps, je vais revenir à nouveau sur le moment du Front populaire, puisqu'on avait dans les années 20 un parti communiste
qui était d'une certaine manière imprégné d'une certaine culture républicaine. Et on a ici maintenant, à partir de 1934-35 et de la construction de la stratégie de Front populaire, une appropriation par les communistes de cette culture républicaine qui va de pair avec la réappropriation d'une culture politique nationale qui puise sa matrice dans la Révolution française. C'est donc, c'est très connu, mais c'est le moment donc, de l'association du drapeau rouge et du drapeau tricolore, de l'Internationale et de la Marseillaise. Et c'est aussi l'adoption du bonnet phrygien, régulièrement arboré dans les manifestations du Front populaire, et qui fait directement référence à la tradition jacobine, à une tradition tout à la fois nationale, populaire, patriotique et révolutionnaire. Toujours dans cette période, il me semble important de dire un petit mot des enjeux internationaux, et notamment de l'Espagne, puisque ça permet de se rendre compte de la double dimension à la fois antifasciste et républicaine du combat mené par les communistes. Si en France, c'est la défense des libertés démocratiques qui sert finalement de dénominateur commun à la construction du Front populaire, lorsque la République, en France, donc c'est la défense des libertés démocratiques qui sert de dénominateur commun, avec la République menacée par les ligues d'extrême droite. En Espagne, c'est l'existence même de la République qui est en jeu lorsque débute la guerre en 1936. Et à ce moment-là, on a toute la galaxie communiste. Donc ici, on a le Secours populaire et les organisations de solidarité avec l'Espagne qui vont se mobiliser aux côtés des républicains espagnols à travers la mise en avant de symboles qui tantôt vont exalter une Marianne volontaire et combattante qui arrive en renfort de son homologue espagnol pour barrer la route au fascisme, et tantôt une Marianne plus protectrice et humanitaire qui vient au secours des populations et des combattants républicains en difficulté. Et enfin, je vais terminer par un saut dans le temps, où la République est de nouveau brandie par les communistes face à un nouveau danger qui la menace. Et ce danger vient cette fois-ci du général de Gaulle, puisque le retour au pouvoir de Gaulle en 1958, provoqué par le coup de force à Alger des partisans de l'Algérie française, est vu par les communistes comme un coup de force fasciste. Et donc les communistes français convoquent la République en danger face au risque de dictature militaire. Et ce, d'autant plus que la défiance envers le gaullisme, qui est perçu donc comme un danger pour la démocratie, est relativement ancienne, comme le rappelle l'affiche que vous voyez à gauche d'André Fougeron, qui, elle, date de 1951. Donc, Marianne est représentée bâillonnée ou poignardée sur l'affiche du milieu, qui est produite au moment du référendum de 1958 sur la nouvelle constitution de la Ve République. Et ici, ce sont les pouvoirs exceptionnels accordés à l'exécutif et au président qui sont dénoncés, et qui sont accusés d'instaurer un pouvoir personnel. Voilà. Et donc, à rebours de cette Ve République, le PCF oppose une république véritable, comme stipulé dans la 3e affiche, et sur laquelle on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Merci Corentin. À nouveau, excellent choix d'image. Tout de suite, Guillaume, je t'en prie, tu as la parole. Merci. Bon, peut-être toujours en se centrant un petit peu sur l'après-guerre, revenir sur une tension bien connue. Bon, c'est vrai que la République, et puis Corentin y est déjà revenu à l'instant, la République, elle apparaît comme un moteur relativement central chez les communistes dans des moments de grande union et de rassemblement. Ça domine complètement l'après-guerre, le monde de la libération. D'abord au plan électoral, même le nom des listes électorales proposées par les communistes sont cette union donc résistante et républicaine. C'est bien ça, les listes d'union résistante et républicaine, les listes que les partis communistes mettent en avant, qui se présentent un peu comme le meilleur élève de la République, le meilleur défenseur de la République, le meilleur promoteur de la République. Évidemment, je ne peux pas résister au fait de signaler que les jeunesses communistes sont à l'origine de la création d'une nouvelle structure qui s'appelle quand même l'Union de la jeunesse républicaine de France. Et donc, c'est assez, de ce point de vue-là, assez clair, et que dans les statuts même de l'Union de la jeunesse républicaine de France, si je prends l'article 1er, l'objectif, donc dans les buts généraux mis en avant, il s'agit de rétablir dans la patrie rénovée une république plus belle et heureuse pour rendre à notre pays, etc., etc. Donc évidemment, il y a une dimension importante de cette logique de cette place de la République. Le deuxième temps fort, je crois, tu l'as évoqué, Corentin,
c'est 58 de manière assez évidente, où ici encore le Parti communiste met beaucoup en avant cette question de la République. C'est l'occasion pour lui aussi de ressortir, d'ailleurs dans la tradition républicaine la plus classique, de ressortir les discours sur Badinguet, sur l'Empire, et justement reprendre ce discours général sur la République qui n'est pas du tout propre aux communistes et qu'il est réutilisé à ce moment-là. D'autant plus que 58 est aussi l'occasion du bicentenaire de Robespierre. Et donc, ces échos un peu peuvent se mêler entre Révolution française, République et les grands discours anti-empire auquel donc De Gaulle est ramené. Je crois, même si là je sors de mes domaines de connaissances centraux, que 1989 aussi, avec la place importante que les communistes tiennent dans la commémoration du bicentenaire de la Révolution française, dit aussi quelque chose de ce rapport privilégié des communistes avec la République, même si sans doute les choses se brouillent dans la suite des épisodes, notamment parce que la thématique républicaine, la thématique avec sa dimension nationale, parfois, cette thématique-là, elle recule à gauche et elle devient de plus en plus captive de l'extrême droite. Une affiche comme la une de Regard, comme montrait tout à l'heure Corentin, avec Vive la Nation, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare dans les rangs de la gauche, plus on s'approche de la période immédiate, me semble-t-il, et les communistes également. Un mot, évidemment, donc si la République est très mise en avant dans ces moments comme la Libération 1958, des moments où elle semble avoir été en grand danger, 58, ou dans des moments où elle semble, où on sort tout juste d'un moment qui était sa négation, la Libération, il est vrai que la guerre froide, forcément, est un moment sans doute de recul ou de distance par rapport à la République. Donc, le fameux slogan CRS-SS n'est pas une invention de 68, mais on le trouve, on a d'ailleurs une belle photo de ça dans le livre Cherche Midi, on le trouve bien présent en 1948, sur cette grève des mineurs qui ne met pas beaucoup en avant, si je puis dire, le gouvernement de la République et les forces de l'ordre. La guerre froide, c'est aussi l'occasion d'une grande campagne organisée par André Marty pour la republication de son ouvrage dans les prisons de la République, par exemple, aux éditeurs français réunis. Donc il y a tout un discours sur l'hypocrisie, les ambiguïtés, les limites de cette République. Mais il me semble qu'on ne revient pas à une logique qui serait absolument véhémente et extrêmement hostile par rapport à la République en général. Je prends un exemple pour aller vite. Contre justement les guerres coloniales, souvent on a cette formule au service de la République, oui, mercenaires de l'étranger, jamais, par exemple. Et la constitution de la 4e République, notamment parce qu'elle a pour une part la patte des communistes, pour une part, elle est souvent citée justement pour montrer que les communistes, quand ils se mobilisent dans ces guerres coloniales, ne se placent pas en dehors de la République, mais au contraire, c'est ceux contre lesquels ils se mobilisent qui le font. Notamment le fameux passage, la République française n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'un autre peuple, qui est souvent utilisé. De manière générale, on pourrait aussi signaler le rapport à la nation. C'est-à-dire que la guerre froide, on pourrait penser une sorte de jeu de balancier, en retour à la période, de la fin des années 20, voilà, mais ou même de la période de la bolchevisation. Mais en réalité, cette place de la nation, elle ne disparaît jamais, y compris dans la période de la guerre froide, puisqu'il y a tout un discours sur l'indépendance nationale, sur la nation, qu'on retrouve d'une manière générale de manière forte, y compris pendant les périodes de la guerre froide. De sorte qu'il y a bien sûr un balancier, avec des périodes où la République est plus mise en avant que d'autres, mais malgré tout, même dans les périodes où on met davantage en avant les questions de classe et d'autres questions, la République ne disparaît jamais, n'est jamais invalidée, n'est jamais refusée, n'est jamais réfutée. Et au contraire, la contre-attaque, ça s'appuie souvent, comme le disait Corentin, avec différentes thématiques qu'on retrouvera sur la République qu'il faut retrouver, des dimensions même parfois de restauration vis-à-vis de laquelle Thorez d'ailleurs finira par un petit peu s'écarter. Mais on en reparlera peut-être sur la démocratie parce qu'on a des dynamiques qui sont relativement analogues. Merci Guillaume. Serge, tout de suite.
je disais, je suis un peu gêné parce que ma réponse, elle empiète un peu sur la troisième question. Parce que pour moi, il n'y a pas de débat sur le rapport du Parti communiste à la République au sens où il est toujours républicain. Mais c'est de quelle République s'agit-il? Et notamment, concernant la République, quelle est le rapport à la démocratie? Et de quelle démocratie parle-t-on? Au début, mais je vais quand même essayer de m'en tenir juste à la question pour dire la chose suivante. Au début, on a la République est associée à l'État bourgeois. Et la République parlementaire, en tant que telle, est dénigrée. Donc, il faut une autre République, même si on est républicain. La fiche de Grandjean le dit clairement. Oui à la République, mais à la République soviétique de France. Et on le dira encore au moment du Front populaire, la République des soviets, conjointement au mot d'ordre du Front populaire. Et justement, au moment du Front populaire, quand on accepte la défense des libertés démocratiques, implicitement, on accepte la défense de la République parlementaire. Mais on n'a pas de proposition pour transformer la République. Pas transformer. Les propositions communistes au moment du Front populaire dans le domaine institutionnel sont particulièrement faiblardes. Le seul moment où il y ait vraiment des propositions extrêmement fortes pour une République sociale, on n'emploie pas la formule, mais un contenu social de la République, c'est à la Libération. C'est en 1946, dans la bataille autour de la Constitution et du premier projet de Constitution. Là, il y a une esquisse qui renvoie à la Première République, comme évoqué tout à l'heure, Guillaume, tu évoquais la figure de Robespierre, de la montagne, de la politique sociale, etc. Et le préambule de la Constitution de 46 conserve des traces de tout ça, des références à 48 et à la politique. Mais malgré tout, si on prend le combat républicain du parti jusqu'à De Gaulle, il est très faible sur le contenu démocratique. On dénonce une république qui n'est pas vraiment démocratique, mais l'horizon, c'est de nouveau, après l'intermède sur les démocraties populaires, ce qu'elles pourraient être comme modèle nouveau, différent de la révolution d'octobre, on revient à quelque chose comment dire, qui ressemble au moment du Front populaire. Il faut sauver la République. Sauver la République, défendre la République, y compris contre le gaullisme. Les images de la défense de la République contre le gaullisme ne sont pas, en quelque sorte, chargées d'une réflexion très novatrice sur une vraie nouvelle République qui serait celle des communistes. D'ailleurs, à mon avis, le rapprochement avec les socialistes en 1962-65, les débats sur la plateforme commune, tout ça fait qu'en 1968, les communistes sont un petit peu débordés par les revendications qui viennent d'ailleurs concernant la démocratie, l'autogestion, qui n'est absolument pas pris en compte dans une rénovation de la République. Et donc, pour moi, il y a, si vous voulez, pendant longtemps, une ambiguïté sur le rapport à la République parlementaire, l'horizon étant de la défendre et l'horizon lointain étant la révolution. Et même au moment du programme commun, si on prend le cœur du programme commun, le plus fort du programme commun, c'est revenir à une vraie République parlementaire, mais comme on n'est pas clair sur la question du présidentialisme et de l'élection du président à l'élection présidentielle au suffrage universel, il y a quand même beaucoup d'hésitation, à mon avis, sur ce qu'on pourrait appeler une forme républicaine française révolutionnée, et qui est comme le modèle soviétique, là, est tout à fait inapproprié dans les années 70-80. Il y a un vide, à mon avis, il y a un vide qui reste difficile à combler. Peut-être je suis schématique dans la discussion, évidemment, mais enfin, globalement, ça m'amène évidemment sa mort sur la troisième question, évidemment, c'est de quelle République s'agit-il quand on parle de République?
Bien, mais effectivement, Serge, tu as débordé un peu sur la troisième question, donc tu diras si tu veux reprendre la parole sur ce sujet, puisque la troisième question portait effectivement sur la question démocratique. On parle de république, mais on ne peut pas parler de république sans parler aussi de démocratie. Et quand on parle de démocratie, on sait que le contenu de cette démocratie, les formes de cette démocratie, c'est quelque chose de fondamental. Démocratie populaire, démocratie citoyenne, comment le Parti communiste a-t-il traité de ce versant démocratique, soit de façon globale par ses conceptions, comment ça a évolué, soit de manière plus concrète, par exemple dans le cadre du communisme municipal. Je vous pose à chacun la question, 5 minutes. Sophie, tu as la parole. Merci beaucoup. Et je ne peux que rebondir sur ce que vient de dire Serge Volikov. Effectivement, l'acculturation républicaine, le camarade et le citoyen, qu'est-ce que c'est? C'est pour le Parti communiste, c'est à la fois critiquer d'un côté et proposer de l'autre, avec un projet pour la République qui se veut une république sociale, une démocratie économique, mais aussi par exemple l'élargissement de la citoyenneté aux femmes, mais non sans ambiguïté, hein, puisqu'on sait aussi que le Parti communiste, à l'image du Parti communiste d'Union soviétique, a éliminé progressivement les femmes de ses organes de direction jusqu'à ce qu'elles reviennent dans les années 1950 et 1960. Donc c'est vrai que le terme, comment dire, n'est formellement élaboré qu'après 1945 et même plus tard, avec la notion de démocratie avancée. Je voudrais aussi mettre dans la discussion ces termes de démocratie formelle et de démocratie réelle, c'est-à-dire qu'est-ce que des droits politiques sont droits sociaux, qu'est-ce que le cadre du libéralisme économique. Et cette idée de démocratie réelle, elle est ancrée dans une lecture marxisme du monde, et là encore, non sans ambiguïté, quand le modèle est le modèle soviétique ou celui des démocraties populaires. On sait bien que le Parti communiste français ne renonce qu'en 1976, par exemple, à la notion de dictature du prolétariat. Mais là encore, je voudrais situer dans un cadre plus large, parce qu'il me semble qu'on ne peut comprendre ces débats que dans un cadre aussi polémique qui va renvoyer le communisme non pas du côté de la démocratie, mais du côté du totalitarisme, à partir des années en France, hein, des années surtout 1970 et 1980 et 90. Alors un mot rapide sur le communisme municipal, puisque Roger nous a invités à y réfléchir. Il y a eu beaucoup de travaux, hein, ceux de Jacques Giraud, Annie Fourcault, plus récemment tous les travaux d'Emmanuel Bélanger, et moi je parle aussi avec mon expérience en immersion, hein. Je vous montre cette photo que j'ai prise pas très loin de chez moi et qui peut être un résumé un peu du XXe siècle, si on veut, hein, ou du XXIe siècle, je ne sais pas, avec la faute d'orthographe à la clé. Voilà, donc le communisme municipal, c'est peut-être un moyen justement d'échapper à ces tensions, c'est-à-dire de vivre la démocratie républicaine à l'échelle d'un engagement, et en même temps de présenter l'image de conquête possible. Il y a cette dimension temporelle qui est importante, hein, se projeter toujours dans l'idée d'un futur monde communiste. Donc, il y a tous ces travaux, hein, sur les villes rouges, sur lesquels je ne reviens pas, et qui sont en quelque sorte un modèle à la fois d'une réalité communiste et d'un futur communiste, d'une modernité et d'un ordre social différent, avec ces côtés, on va dire, positifs, notamment la mise en avant du sport, de la culture, de l'art, mais aussi un certain nombre de questions qui sont posées avec ce rejet d'une certaine démocratie qui est considérée comme formelle. Par exemple, la question de la démocratie interne au parti, qui a été interrogée dès les années 1920, la question, pourquoi pas, de pratiques illégales dans les élections ou dans les finances. Et je voudrais aussi terminer pour dire que là, Guillaume Roubaud-Cochet en parlait, c'est important aussi de comprendre que cette expérience démocratique, c'est aussi, ça renvoie aussi à un certain internationalisme vécu.
vécu dans la République, par les associations, par la culture, mais aussi dans un espace politique qui est mondialisé. C'est-à-dire, alternativement aux droits de l'homme formels, qu'on rejette du côté, on va dire, américain, il y a par exemple des manifestations de solidarité avec le Chili après le coup d'État contre Allende, etc., et qui s'inscrivent aussi dans la durée. Donc c'est un modèle, il me semble que c'est vrai que le communisme municipal peut être considéré comme un modèle de cette expérience démocratique communiste qui va atteindre sans doute son apogée dans les 20 années qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Merci Sophie. Corentin? Alors, je remets mes affiches. Donc, tout à l'heure, je m'étais arrêté à cette république véritable. Parfois, on parle de république authentique aussi dans certaines affiches du parti. Donc, on peut se demander finalement quelle est cette république véritable ou authentique qu'évoquent les communistes dans ces affiches et qui font écho à la vraie démocratie qui est mise en avant là dans cette affiche que je vous présente au moment des élections législatives de 1962. Donc cette affiche fait bien entendu écho au débat autour de la Ve République et du renforcement par les gaullistes du pouvoir présidentiel, mais elle permet aussi aux communistes de proposer un autre projet de république qui est non seulement fondé sur l'élection de représentants du peuple élus à la proportionnelle et révocables, sur le renforcement des libertés démocratiques et communales, mais qui assurera aussi le progrès social, la paix et l'indépendance nationale. Donc finalement, ce qui est esquissé ici, c'est non seulement une vision émancipatrice de la République qui est à la fois et authentiquement démocratique et sociale, et qui s'étend à toutes les dimensions de la vie de la nation. Finalement, c'est non seulement le champ politique et électoral, mais aussi le champ social, économique, culturel, médiatique, éducatif, etc. On pourra peut-être en revenir là-dessus tout à l'heure. Mais là, je voudrais revenir en arrière, à nouveau en 1925, pour retrouver Jules Grandjean, avec une autre carte qu'il dessine, toujours pour les élections municipales, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Car ce dessin nous permet d'aborder deux combats qui sont portés par le Parti communiste dès ses premières années, et qui relèvent de l'élargissement des droits civiques et sociaux à des catégories de la population exclues ou alors reléguées aux marges de la vie politique. Donc, c'est les femmes et les peuples coloniaux. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien cette affiche, mais Grandjean a représenté un immense panneau d'affichage sur lequel sont représentées des différentes affiches produites par le Parti communiste à cette époque. Et dans le triangle central, il y a deux pancartes de part et d'autre tenues par les manifestants, que j'ai agrandi sur le côté, et sur laquelle on peut lire « Si les femmes votaient sur l'une » et « Plus d'esclaves coloniaux sur ». Donc, sur les femmes, il faut savoir que les élections municipales de 1925 ont cette particularité que le Parti communiste présente pour la première fois des femmes à ces élections municipales, ce qui est un geste politique d'une portée considérable à une époque où, bien entendu, elles n'ont pas le droit de vote. Donc, certaines femmes communistes sont même élues à ce moment-là, à l'instar de Joséphine Pincallet, qui, vous le savez sans doute, a mené la grande grève des sardinières de Douarnenez, mais toutes ces élections seront invalidées par arrêté préfectoral et les femmes élues seront empêchées de siéger. Donc ce combat pour l'égalité des droits civiques et politiques sera porté par le Parti communiste jusqu'à l'obtention du droit de vote des femmes à la Libération. Et dès lors, les femmes ne sont plus seulement considérées par le Parti communiste à travers leur statut de travailleuse et de mère, comme ça revenait souvent dans le discours du parti, mais également comme des citoyennes à part entière, comme dans cette affiche du milieu en 1965. Mais malgré ces avancées démocratiques, le combat pour l'égalité dans la société reste pour longtemps et jusqu'à nos jours un combat inachevé,
comme le rappelle la troisième affiche, qui est une affiche de soutien à la candidature d'André Lajoigny à l'occasion des présidentielles de 1988. Et le second combat que je voulais évoquer à propos de l'élargissement des droits civiques et sociaux, c'est donc celui des populations qui vivent sous domination coloniale et auxquelles s'adresse l'affiche à gauche, écrite en arabe, qui est une affiche du Secours Rouge International, donc, qui est une organisation qui fait partie de cette galaxie communiste dans l'entre-deux-guerres, et qui se mobilise ici pour venir en aide aux militants politiques qui sont emprisonnés dans les colonies. Et enfin, je voulais donc terminer avec deux autres affiches beaucoup plus proches dans le temps, puisqu'on passe du début des années 20 à la fin des années 70, et qui nous montrent que la revendication de l'égalité des droits vis-à-vis des populations immigrées demeure au cœur du projet démocratique porté par les communistes à ce moment-là. Voilà. Et je vais m'arrêter ici. Merci, Corentin. Guillaume? Oui, rapidement, parce qu'effectivement, les deux questions sont assez liées. Ce qui frappe, il me semble, quand on regarde un petit peu le discours des communistes, c'est l'omniprésence quand même du terme démocratie ou démocratique. Peut-être pas toujours effectivement défini, c'est sans doute là l'enjeu sur lequel, Roger, tu voulais nous emmener, mais en tout cas un terme qui est très présent. On a réforme démocratique, statut démocratique de tout et presque tout, notamment dans les années 60 ou 70, statut démocratique de l'enseignement, statut démocratique du soldat, statut démocratique de l'immigration, statut démocratique de tout ce qu'on veut. Bon, il y a évidemment le défi démocratique, ce livre vendu et en tout cas imprimé dans des donc de Georges Marchais, très lié à Jean Canapa, dans la rédaction, si j'ai bien compris, de ce que dit Gérard Streif dans sa thèse, et, comment dire, de publier de manière très massive. Mais effectivement, je pense un peu dans la suite de ce que disait Sophie Querret, qu'en dehors d'une conception du communisme dans laquelle sans doute la démocratie doit tenir un rôle certain, cependant, c'est vrai qu'il y a une dimension de réaction. Je voudrais peut-être prendre deux exemples. Premier exemple, peut-être, c'est par rapport à ce que les communistes appellent les gauchistes, où il y a une espèce de définition en contre par rapport à eux, qui va les amener à insister sur la dimension démocratique, sur la dimension il ne faut pas envisager le changement de société par le biais de minorités agissantes, par le biais de petits groupes, de petits cercles, et il faut le grand nombre. Donc toute cette dimension de masse, de nombre, est aussi l'occasion, dans la lutte contre ce que les communistes appellent des gauchistes, d'affirmer une singularité qui serait celle de l'enjeu démocratique, l'enjeu de la prise en compte du grand nombre. Deuxième aspect, évidemment, c'est celle de l'anticommunisme d'une manière générale, mais si on parle pour les années 70, notamment l'affirmation par rapport aux nouveaux philosophes et à tous ceux qui donc mettent en avant le caractère totalitaire pour essayer de mettre en échec le rapprochement des socialistes avec le Parti communiste dans le cadre du programme commun et l'union de la gauche. Donc c'est vrai qu'il y a une insistance du Parti communiste à ce moment-là pour mettre en avant aussi cette dimension démocratique dans un contexte où on dénonce, où l'archipel du Goulag en France trouve un écho relativement important, même très important. Et donc évidemment que tout ça soit aussi se penser en lien par rapport à ça. Le fait que Georges Marchais publie un ouvrage qui s'appelle à nouveau Démocratie, donc à la fin des années 1980, au moment même où l'Union soviétique se trouve dans la plus grande des difficultés, dit aussi cette situation relationnelle de réaction, disons aussi par rapport à un contexte où le caractère démocratique des propositions du Parti communiste est contesté. Enfin, je voudrais juste dire une dernière petite chose qui est qui va un peu dans le sens de la question de Roger sur mais qu'est-ce qu'ils entendent par là. Et de ce point de vue, il me semble que les années 70 mettent beaucoup en avant la question de la démocratie, mais en même temps, on sent une tension dont je ne suis pas très sûr, en tout cas dont je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la résolution dans les textes de direction, ou dans les tracts, ou dans les documents que j'ai pu lire, autour de la question électorale. C'est-à-dire, est-ce que le changement démocratique, c'est le changement électoral? Alors évidemment, posé comme ça, les communistes répondent non dans les années 1970. Mais en réalité, quand on essaie de voir comment ils conçoivent ce changement démocratique, ce n'est pas tout à fait évident. Par exemple, lors d'un conseil national de la JC de 1977,
on voit bien que là, en l'occurrence, celle qui rapporte, elle dit la force des communistes se comptera en bulletin de vote et rien d'autre. Il y a quand même, et les efforts déployés par les communistes, notamment dans les années 70, autour des enjeux électoraux, où vous avez 73 est un exemple typique, là, pour le coup, hein, de mobilisation ultra massive des communistes par rapport à ces enjeux électoraux, montre quand même que dans leur conception du changement de société démocratique, la place des élections, même si ce n'est pas toujours assumé ou clairement traité, prend une place quand même de plus en plus importante. Je voulais juste signaler peut-être, attirer l'attention. Très bien, merci Guillaume. Juste une petite remarque. Quand on parle de communisme, on parle du parti communiste. N'oublions pas qu'il faut parler aussi d'une certaine manière de la galaxie, entre guillemets, et que dans les représentations communistes, le rapport entre la lutte et l'expression électorale se traduit par un certain partage des tâches et le syndicalisme qui mène la lutte sociale, la lutte des classes et le parti, la bataille électorale. Or, le problème, c'est que la crise qui affecte le monde ouvrier, c'est une crise globale du mouvement ouvrier, pas simplement une crise du communisme. Et donc, d'une certaine manière, il y a des problèmes qui se posent à la fois sur le type de mobilisation sociale critique et sur la traduction politique. Serge, je te donne la parole. Et te pose une... très brièvement, puisque j'avais déjà évoqué la question, et puis que je veux aider à tenir les temps. J'ai le sens du bien commun. Hein, donc, juste pour dire que tout ce qui a été évoqué, je suis d'accord, il y a la référence démocratique est omniprésente. Elle est vraiment tout à fait importante et il faut la prendre au sérieux. La seule question que moi je voulais poser, c'était en quoi ça permet de travailler une conception alternative ou nouvelle de la République sociale, en revenant à la grande ambition du 19e siècle d'une République différente. Hein, voilà. Et donc, Sophie a évoqué tout à l'heure la notion de démocratie avancée. Quand Valdez-Crochet, après 68, évoque l'idée de la démocratie avancée, il y a l'esquisse ou l'intuition qu'il faut penser la démocratie à d'autres niveaux que celui simplement de la démocratie représentative. Et pour des raisons politiques qu'il faudrait fouiller, et de compromis politiques avec les alliances, etc., ça n'ira pas beaucoup plus loin, y compris dans la période suivante. Et finalement, c'est beaucoup plus tard que encore le Parti communiste se retrouvera devant ces questions des nouvelles formes démocratiques de la vie sociale, notamment dans les formes d'organisation de la vie politique, au moment où le ferment municipal perd de sa force. Parce que la grande apogée, effectivement, de la démocratie municipale communiste, c'est l'apogée électorale, c'est les années 70, et ensuite on connaît une série de difficultés que Roger a pointées liées à la crise du mouvement ouvrier. Donc c'est ça que je voulais juste pointer, dire la difficulté qu'il y a eu à élaborer une conception renouvelée de ce qu'on pourrait appeler la transition et la transformation de la République en République sociale et démocratique à la française. Bien qu'on ait très souvent, dans le Parti communiste, évoqué cela, alors que la réflexion économique était beaucoup plus poussée que la revendication syndicale, où les revendications sectorielles étaient très avancées, très fortes et très souvent dans la société française très en avance. Les réflexions institutionnelles dans ce domaine, au niveau global de l'État, ont été plus difficiles à mener. Et le paradoxe, c'est qu'on y a pensé quand le Parti communiste était en position beaucoup moins forte au début des années 80. Mais là, l'histoire ne repasse pas les plats, comme on dit. Alors, je vous pose une petite question d'organisation aux uns et aux autres. Il y a eu 3 demandes de contribution, enfin de questions. Il y en a 2 qui sont un peu périphériques et qui portent sur l'existence ou non de représentations artistiques des grands congrès de l'histoire du parti. C'est la question de la mise en scène, en quelque sorte graphique, des congrès et ce que ça peut dire. Comme c'est un peu périphérique,
je vous propose la chose suivante, c'est que je vous transmette ces remarques et ces réflexions et peut-être essayer d'apporter, si vous le souhaitez ou si vous avez la possibilité d'y répondre, de transmettre directement la réponse. Il y a une question de Gérard Leydé sur la réflexion sur la rupture ou la transition entre la culture, on va dire, de la période classe contre classe, la période avant 34 et le passage à la culture 34, on va dire de la culture initiale bolchevique pure à la culture un peu thorésienne, je dirais, de la représentation de la République, de la démocratie, du rapport national ou international, etc. Pour une part, vous avez répondu à ces questions. Il y a juste une petite dimension, une petite question qui termine la demande de Gérard Leydé de Marseille. Il est le président d'une association donc, de mémoire, d'histoire de la mémoire provençale, Promémo, et il pose la question quel fut le poids de certains dirigeants dans cette transition. Il évoque le cas de Maurice Thorel. Alors, je vous fais une proposition, c'est souhaitez-vous répondre à cette question? Souhaitez-vous, parce qu'il nous reste même pas un quart d'heure, dire quelques mots de conclusion? Si c'est quelques mots de conclusion de ce débat pour les uns et pour les autres, c'est 2-3 minutes, pas plus. Que souhaitez-vous faire? Nous avons donc encore une fois 12 minutes devant nous. 4 x 3, 12. Je vous laisse la parole, à vous d'utiliser comme vous le souhaitez le temps qui vous est imparti. Mais nous serons intransigeants. Merci beaucoup, Roger. Non, mais effectivement, je pense que l'échelle des dirigeants est intéressante et que là, il y a eu des publications récentes, notamment le très beau journal de Thorez, qui est vraiment un texte important. Mais je pense qu'on aura encore à apprendre, que ce soit sur Thorez ou sur ses successeurs, avec des archives qui se trouvent à Moscou ou ailleurs et qui vont nous éclairer, ou en Allemagne par exemple, qui vont nous éclairer sur cette dimension, je dirais, internationaliste des dirigeants français, dont le volet français est bien connu. Et pour peut-être aussi conclure et ouvrir, je trouve que ce qu'a dit Serge Volikov est vraiment très intéressant sur cette période un peu de fin des années 80 qui est souvent étudiée comme une fin de partie, bien sûr, mais c'est aussi un moment d'occasion perdue sans doute, et ça serait intéressant, je trouve, à étudier en ce sens, c'est-à-dire le non-advenu n'est pas forcément inintéressant du tout pour l'historien, et il faudrait revenir sur toutes ces réflexions qui effectivement sont très peu connues. Corentin? Pardon, le micro. Je peux redire un petit mot sur ce qui se joue justement en 34-36, sur l'intégration de la symbolique républicaine, etc., et la coexistence de l'internationalisme et de l'ancrage dans la nation. Juste pour préciser, parce qu'on a évoqué de temps en temps les organisations de masse et ces organisations qui font la galaxie communiste, pour dire que ces transformations qu'on a évoquées pour le Parti communiste, bien évidemment, elles sont aussi à l'œuvre, non seulement dans le parti, mais dans toutes ces organisations qui sont autour du parti. Bon, je vais bien sûr dire un mot du Secours Rouge, puisque je fais ma thèse là-dessus, mais par exemple, le Secours Rouge international devient en 1936 le Secours populaire de France et des colonies, et donc on voit bien le basculement qui se fait entre la référence internationaliste du Secours Rouge, c'est-à-dire référence de classe, à un secours populaire, donc c'est le peuple qui est mis en avant, secours populaire de France et des colonies, donc avec cette intégration nationale. Et on pourra le retrouver dans d'autres organisations de la galaxie, par exemple le Secours ouvrier international qui devient l'Association nationale de défense de l'enfance. On a tous ces basculements, et y compris dans un cadre d'unification
de ces organisations avec les socialistes. C'est ce qu'on a dans le milieu syndical avec la réunification CGT, CGTU, dans le mouvement sportif, on a la réunification, etc. Donc, je voulais juste dire un petit mot de ne pas perdre la logique de cette galaxie et des organisations qui sont autour du Parti communiste. Merci. Guillaume, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là, mais en fait, je dois être en transition parce que pardon. Serge peut dire un petit mot et je dois vous quitter dans quelques minutes, mais voilà. D'accord. Serge, vas-y. On peut intervertir l'ordre, hein, c'est pas bien grave. Non, simplement moi Mais après, tu devras dire un mot pour conclure la journée, hein, quand même, peut-être. Bien, Roger. Simplement, c'est quand on parle de cette histoire centenaire du Parti communiste, de même que le Parti communiste a eu un discours sur son unité et son monolithisme qui, pour l'historien et pour le chercheur, doit être pris en considération, mais ne doit pas être pris comme une vérité intangible, parce qu'il y a eu des divisions, des différences. Il y a le communisme municipal et le communisme national, il y a des différences fortes. De même, au niveau de la périodisation, moi, j'ai de la peine toujours sur 100 ans à réfléchir d'une façon complètement homogène, tellement les contextes ont changé. Et sur cette question de la démocratie et du rapport République et démocratie, on voit bien que le Parti communiste est interpellé par des conjonctures qui se sont énormément transformées et que la manière d'y répondre a été une manière qui a été, tant que l'URSS existe, qui a été bloquée par le fait que le projet ultime, République démocratique, était un peu bloqué par cette référence. Alors même que dans l'histoire du mouvement ouvrier français et de l'histoire sociale du pays, il y avait et des expériences et des références fortes. Je prends juste une chose qui peut-être te tient à cœur, Roger, et pour la Fondation Gabriel Péri, moi je pense que c'est intéressant d'y réfléchir, l'expérience de la Commune de Paris, l'expérience de la République sociale, jusque dans les années 30, c'est la commémoration de la Commune de Paris qui est la manifestation la plus massive dans la culture politique ouvrière française. Eh bien, d'une certaine façon, on l'a souvent réduit, cette expérience démocratique du mouvement ouvrier français. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut revisiter cette expérience démocratique du point de vue de la réflexion républicaine. Voilà. Guillaume, tu es là ou pas? Je suis là. Oui, vas-y. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que, de manière générale, c'est que, comment dire, moi, bon, comme vous l'avez senti, j'ai été assez prudent dans l'ampleur des propos que j'ai voulu tenir sur la période chronologique, parce que c'est pas le cœur de mes recherches. Cependant, moi, ce qui me frappe assez dans l'objet communiste, c'est que, en dépit du fait qu'il ait été beaucoup étudié, je trouve que les synthèses sont nécessaires, elles font penser, et je trouve qu'il nous manque encore beaucoup de recherche, en réalité, pour pouvoir être plus affirmatif, disons, sur les grandes interprétations générales. Et donc, de ce point de vue, je me réjouis que beaucoup soit encore mené. Et je pense que du point de vue des archives, non seulement celles qui s'ouvrent, mais celles qui sont déjà là, et qui sont déjà ouvertes, et qui demandent à être explorées davantage. Je pense que de ce point de vue, l'historiographie, la recherche sur le communisme, je pense, nous réserve sans doute encore peut-être pas des surprises, mais en tout cas des interprétations peut-être plus proches de cette expérience un peu singulière. C'est juste ça que je voulais dire. Merci Guillaume. Serge, tu dis quelques mots pour conclure la journée? Voilà, quelques mots à la fois sur la journée, puis sur ce qu'a dit tout à l'heure Sophie, sur lequel je voudrais rebondir à propos de la Fondation Gabriel Péri. Je vois que Jean Vigreux est toujours présent et nous écoute, et je parle évidemment sous son imminent contrôle, mais enfin, comme nous travaillons un peu ensemble, je suis un peu au courant. On va, dans l'année qui vient, on va mettre en ligne les archives de la direction du Parti communiste de 1945 à 1995. Et cette mise en ligne,
notamment alors c'est pas la correspondance dont tout à l'heure Sophie nous a montré un exemplaire et qui nous a fait évidemment envie d'en savoir plus et d'en connaître tous les attendus. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on a tous les documents internes de la direction qui est structuré au niveau d'un discours, mais aussi de décision sur la longue durée jusqu'en 95. Et donc, ça, je pense que c'est un ensemble d'archives forcément très intéressantes. Ceux qui nous écoutent à la fin de ce débat encore pourront accéder à ces archives qui seront ouvertes et d'accès gratuit. Je le dis parce que dans le monde des archives et des documents historiques, même sur le communisme, est parfois guetté par la marchandisation et guetté par des droits d'accès réservés. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, comme Guillaume l'a dit, puis Sophie l'a évoqué, les recherches continuent. Non seulement les recherches continuent, mais il y a de nouvelles thématiques, de nouvelles périodes. Si l'on réfléchit aux 40 dernières années, ou 50 dernières années de l'histoire du communisme, c'est-à-dire la moitié d'une histoire centenaire, eh bien, le chantier est encore considérable, sans parler des ressources et des nouvelles recherches sur les périodes antérieures. Donc, la Fondation Gabriel Péri s'inscrit dans cette situation. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est de ne pas opposer ce qu'on pourrait appeler les différentes composantes de cette histoire. Une histoire sociale opposée à une histoire politique, enfin différenciée trop fortement d'une histoire politique ou culturelle. Je pense que l'objet communisme n'est pas un objet simplement d'une histoire partisane, mais aussi d'une histoire sociale et culturelle. Roger, dans son introduction, évoquait la galaxie des organisations. C'est une histoire très large et qui doit le rester. Et dans ce sens, elle peut être même parfois interdisciplinaire. Enfin, je voudrais dire que les trois débats qu'on a menés, qu'on a présentés aujourd'hui, s'inscrivent dans une démarche de confrontation, d'échange qu'on essaye de développer entre chercheurs universitaires, mais aussi érudits, mais aussi militants locaux ou nationaux qui s'intéressent à non seulement à la mémoire du communisme, mais à l'histoire du mouvement communiste en France. Et donc, on essaiera de continuer tout au long de l'année, en tout cas pour de l'année universitaire qui vient, en espérant qu'elle sera plus favorable que l'année qui se termine, et en espérant que, en dépit des coûts qui sont apportés à la recherche en France actuellement et aux universités, nous pourrons mener avec succès le bon combat. On ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit moment, non pas d'émotion, mais un petit moment affectif pour parler du présent et dire qu'on a beau être historien, on a quand même le souci de l'avenir de l'université, de la recherche aujourd'hui, et cela nous soucie, cela, je pense, nous mobilise tous. Merci en tout cas pour votre participation et ce débat qui se termine, vous le retrouverez sur la chaîne YouTube de la Fondation, ainsi que les documents, que les affiches, et on va continuer d'alimenter cette base documentaire dans les mois qui viennent, et on est preneur des suggestions et des propositions que vous pourrez nous transmettre. Je vois qu'il y a de nouvelles questions et réponses qui arrivent en nombre, eh bien on va essayer d'y répondre. Voilà les livres qui s'affichent. Merci Jean pour la présentation de tout cela. Et je crois qu'on va, si Louise et Tania qui sont à l'organisation de notre webinaire nous disent on va bientôt se terminer, mais d'abord je voudrais les remercier, Tania, Louise notamment, et aussi tous les autres amis qui ont rendu possible cette organisation qui n'était pas si évidente. Et pour une première expérience, merci à tous et à toutes.